L'Ukraine subit en ce moment l'offensive la plus violente de la part de la Russie depuis le début de la guerre. La Russie intensifie la terreur, écrit le ministre des Affaires étrangères ukrainien Andriy Sybiha, qui affirme que Moscou a envoyé à l'attaque près de 2000 drones Shahed de conception iranienne au mois d'octobre contre 1331 en septembre, soit une augmentation de plus de 40%. Moscou s'appuie également sur une autre arme redoutable, des drones kamikazes de fabrication russe cette fois, équipés d'ogives thermobariques, des sortes de bombes explosives d'une puissance terrible qui dévastent le front. Volodymyr Zelensky sonne l'alerte. La Russie intensifie significativement son activité. Et malheureusement, elle est en mesure d'utiliser des composants occidentaux pour le faire. En octobre, plus de 2000 drones ont été utilisés contre l'Ukraine, contre notre peuple, littéralement chaque jour. Ce nombre de drones représente plus de 170 000 composants dont la fourniture à la Russie aurait dû être bloquée. Allons plus loin avec nos invités. Accueillons l'amiral Alain Koldefy. Bonjour. Ancien inspecteur général des armées. Gilles Mihaili, bonjour. Vous dirigez la publication, la revue Conflit. Nadezhda Kutepova, bonjour. Vous êtes réfugié politique russe, membre de l'association Russie Liberté. Et Alexandre Vautravers est avec nous, rédacteur en chef de la revue militaire suisse RMS, directeur scientifique du Centre d'histoire et de prospective militaire, colonel d'état-major général. Alexandre Vautravers, pourquoi ces drones kamikazes équipés de ces ogives thermobariques font autant de dégâts ? Alors, ces ogives thermobariques ne sont pas des armes qui font des dégâts très importants. Au contraire, en réalité, ces armes ont été développées pendant les années 1980 avec l'expérience de conflits comme le Vietnam ou l'Afghanistan, où il s'agissait de neutraliser des occupants de bâtiments sans nécessairement détruire les structures, les murs, les parois, les plafonds. Et donc, ce sont des armes qui sont véritablement destinées à détruire la vie humaine, mais en préservant en fait les infrastructures. Des drones qui frappent les civils, notamment dans la région de Kherson. C'est cette arme qui déstabilise en partie les soldats ukrainiens ? Ce sont des armes qui sont très problématiques puisque pour le défenseur, qu'il s'agisse de défendre une zone bâtie ou qu'il s'agisse de défendre des fortifications de campagne, des tranchées, eh bien vous avez ces armes qui vont disperser des liquides hautement inflammables. Ce liquide va se vaporiser, va s'infiltrer en fait dans toute une série d'orifices à travers les fenêtres, sous une porte par exemple. Et puis vous allez avoir à un moment donné la détonation, la mise à feu de ce liquide ou de ces gouttelettes hautement inflammables. Et donc les conséquences sur la vie humaine sont absolument terribles. Alexandre Vautravers, vous restez avec nous, amiral, sur l'intérêt militaire de cette arme sur le front de la guerre en Ukraine. Alors moi, je ferai un petit parallèle avec l'armement nucléaire. À un moment donné, les stratèges, je porte pas de jugement de valeur, cherchent à développer des équipements qui tuent les personnes et qui détruisent pas le matériel. On a eu la bombe à neutrons au moment de la dissuasion nucléaire, qui a été développée puis abandonnée, en tout cas dans le monde occidental. Et là, on a ces bombes à aérosols qui ont été développées aussi par les Américains et utilisées. C'est simple, comme le disait Alexandre Vautravers, vos poumons explosent, c'est tout. Vous mourrez parce que vos poumons explose. Donc ça, c'est une arme qui terrifie parce que vous n'êtes même pas protégé dans un blocos, dans un bunker, derrière un mur. Instinctivement, on se protège derrière quelque chose. Et là, vous n'êtes pas protégé. Donc ça, c'est une arme un petit peu de terreur et qui tue indifféremment, bien sûr, les civils et les militaires qui sont là. C'est un pas de plus, bien sûr, dans l'horreur des moyens utilisés par les Russes. Et c'est bien sûr aussi un moment, mais on en parlera peut-être plus tard, un moment favorable à quelques jours de l'élection américaine et vraisemblablement de 2 mois de troubles, à moins que Trump ne l'emporte nettement. De toute façon, on part vers des troubles. Nadezhda Kutepova. Mais ça me horrifiait ces images, et ça totalement dans l'image de Poutine à dépeupler cette terre. Comme vous avez dit, que ça élimine tout.
sur la surface. Et maintenant, comme on est en 3e année de la guerre, ça veut dire que Poutine n'a pas besoin de la population sur cette terre. Parce qu'elle comprend, si les gens ne s'évacuent vers la Russie et vers l'Ukraine, ça veut dire, dans la plupart des cas, il soutient l'Ukraine. Il n'a pas besoin de ces gens, il les élimine. Il n'a pas besoin de faire des prisonniers de guerre, il les élimine. Je sais que cette armée n'est pas interdite par des conventions internationales, mais il y a des limites, en tout cas, de leur utilisation. Et ça me rassemble les bombardements de Mariupol, cette bombe phosphorique qui est tombée. Et ben, c'est une barbarie totale. Je vois barbarie totale. Et pour moi, c'est un peu un échafaud indirect. Et aider à l'Ukraine, c'est un peu sauver nos âmes, maintenant, cet appel de Zelensky. Bien sûr, Gilles Maëlys, ce qui compte pour Poutine, c'est l'efficacité. Je pense que ce qui compte pour lui, c'est l'efficacité stratégique. C'est une arme de terreur, parce que c'est une arme qui est utilisée contre des cibles civiles, et donc voir derrière des familles entières, des occupants des immeubles à tiers complètement pulvérisés, cramés, c'est une image d'horreur. Je vous rappelle qu'une arme qui était complètement marginale dans la Deuxième Guerre mondiale, qui est les lance-flammes, a pris dans les cinémas et dans l'imaginaire de telles proportions, parce que c'est l'horreur, voir des gens qui sont brûlés vifs. Et dans l'étape actuelle dont nous sommes, c'est une guerre d'usure. Une guerre d'usure mobilise 2 choses. D'abord, tous les moyens de la nation, et puis la volonté. Et il a l'impression que la volonté des Ukrainiens est en train de chanceler. Qu'il y a de l'opposition en Ukraine, que les gens commencent à en avoir marre. Alors je ne sais pas à quel point c'est vrai du point de vue des sondages, mais au moins dans la presse, on a de plus en plus d'expressions de la part de la population iranienne qu'il serait peut-être mûr pour un compromis, des choses qui n'étaient pas acceptables il y a 1 an, il y a 12 ans, il y a 3 ans, sont aujourd'hui à l'ordre du jour. Donc pour lui, c'est le moment de renchérir et de pousser les gens à dire arrêtez cette guerre, coûte que coûte. On peut regarder la carte qui montre en 3 mois, 2 cartes, au mois de juillet et au mois d'octobre, l'avancée. Alors vous voyez, ça c'est en rouge, sont représentés les territoires qui ont été conquis par l'armée russe. L'armée russe qui a avancé plus rapidement en 3 mois qu'en quasiment 1 an de guerre. Amiral, vous le disiez, Poutine, il profite de cette période d'incertitude à la veille de l'élection américaine pour progresser le plus loin possible ? Oui, moi je suis pas, je vais dire, je suis frappé comme vous par l'extension territoriale, mais pour moi c'est pas l'indicateur capital. L'indicateur capital, comme vous le disiez pour Poutine, c'est l'effondrement de la société ukrainienne et l'effondrement de l'armée ukrainienne. Il faut quand même se rappeler que dans les combats, pour la France, en 1870, on était 40 millions et les Prussiens 40 millions. En 14, on était 40 millions, ils étaient 60 et quelques millions. Et en 39, 40 millions, toujours, et ils étaient 80 millions. Et là, ils sont 140 millions de Russes, ou 130, contre 40 millions d'Ukrainiens. Il y a bien un moment où la masse va faire son effet, et c'est ce qu'attend Poutine. Je ne suis pas sûr que ces conquêtes territoriales, elles sont importantes, elles ont un gros effet médiatique, etc. Mais c'est pas ça l'objet capital. L'objet capital, c'est que les Ukrainiens lâchent les armes. Voilà. Et là, on est dans une période où, bien sûr, la communauté internationale, on le sait depuis longtemps, la politique américaine, quel que soit le bord, est plutôt une politique qui vise à faire assez rapidement un traité de paix qui soit pas trop dirimant, c'est-à-dire trop négatif par rapport à ce qui se passe en Ukraine, mais qui ramène la paix. Et les Américains sont trop occupés par la Chine et les engagements vers la Chine pour continuer à avoir un conflit qu'ils sont obligés de soutenir et qui a entraîné autour de Poutine quasiment la moitié de la planète. Donc là, ils ont plutôt envie que ça s'arrête. Face à la menace russe, justement, la France et l'OTAN ont mobilisé d'importants moyens pour simuler une réponse à une attaque venue du Nord, baptisée Dacian Fall. L'exercice est l'un des plus importants organisés sur le sol roumain depuis le début de l'offensive russe. 9 pays sont mobilisés. L'Espagne et la Roumanie ont mobilisé 4 chasseurs F-16, plusieurs hélicoptères. Les États-Unis, un aéronef à pales. La France déploie ses chars Leclerc. Le Portugal, la Belgique
Baltique, le Luxembourg, la Pologne et la Macédoine du Nord, fournissant des blindés. Alexandre Vautravers, l'OTAN fait monter en puissance sa force dans l'Est de l'Europe. Elle se prépare à une potentielle confrontation avec la Russie ? Alors, je pense qu'il y a effectivement beaucoup de travaux qui sont en cours, de planification, de préparatifs qui sont en cours. Je pense que ce qui est essentiel ici, c'est de démontrer que l'OTAN est en train de mettre en place en fait une structure. Vous avez parlé, je crois, dans votre reportage d'un bouclier, et ce bouclier, en fait, il est adaptable. C'est-à-dire que on a des unités qui sont pratiquement aujourd'hui des échantillons. Vous avez évoqué quelques chiffres. Vous avez dit une vingtaine d'avions. Vous avez parlé du Charles Leclerc. Il y en a un escadron qui est actuellement en Roumanie. Donc, ce sont vraiment des groupements de combat échantillonnaires, mais bien sûr, il y a tout le savoir-faire qu'il y a là derrière, il y a les forces qui sont déjà projetées, qui sont déjà sur place, et puis d'autres qui se préparent à venir les renforcer très rapidement. Et donc, toute cette organisation permet de s'adapter finalement, d'adapter la posture opérative et stratégique, de pouvoir augmenter très rapidement ce volume de force. Au lieu d'avoir un escadron, vous pouvez avoir dans quelques semaines un bataillon, et dans quelques mois, vous aurez une brigade. Si j'ose dire, c'est à cela que vise ce type d'exercice et de démonstration de force. Il faut se préparer, nous n'avons pas le choix face à Poutine, estime sur LCI le général Yakovlev. Écoutons-le. Poutine, son grand rêve de réorganiser l'Europe est en train de se jouer. Et voilà. Et nous serons contraints à la guerre, tout comme nous l'avons été en 1939. Après Munich en 1938, il y en avait qui croyaient qu'ils avaient gagné la paix en abandonnant la Tchécoslovaquie à son triste sort. Quelle est la cible de Vladimir Poutine ? Est-ce que c'est l'Ukraine ou est-ce que c'est nous ? C'est l'OTAN. Il faut se préparer à la guerre comme en 1939 ? Il faut toujours se préparer à la guerre, surtout si on souhaite avoir la paix. Parce qu'il n'y a rien qui attire les agresseurs plus que la faiblesse et les sentiments qui peuvent s'en sortir. Alors, pour la Roumanie, il faut voir comment le front de l'OTAN est structuré. Donc, au milieu, on a une pièce maîtresse, c'est la Pologne. La Pologne est probablement la première puissance militaire de l'Europe en termes de nombre de militaires, en termes d'équipement. Ils achètent de canons comme si demain ça va sortir ça va plus être à la mode. Ils s'équipent, ils forment des officiers de réserve. Et ce ne sont pas des forces expéditionnaires. Ce n'est pas comme l'armée française qui est aujourd'hui au Mali et après-demain il est au Liban. Ce sont des gens qui connaissent leur secteur de front face à la Biélorussie, face à la Russie, et ils sont faits pour cette guerre-là. Et donc ça, c'est au milieu. Le flanc nord, on a les pays baltes, mais on a aussi récemment la Suède et la Finlande. Mais la Roumanie, qui est très important, il y avait un référendum il y a une semaine en Moldavie. La Moldavie, c'est l'une des endroits où la prochaine, disons, opération de déstabilisation russe peut avoir lieu. On a passé à 2 doigts d'une victoire des pro-russes en Moldavie. La Roumanie aussi, c'est les garants du fait que le port de Odessa continue à fonctionner, et c'est grâce on a un spécialiste des affaires maritimes, donc je ne veux pas faire le développement, mais c'est grâce aux installations qui sont côté roumain, et c'est grâce au fait qu'il y a un schéma de sortie d'Odessa qui longe les côtes de la Roumanie, que le port d'Odessa peut continuer à fonctionner, et que l'Ukraine peut toujours exporter son blé. Et il faut rassurer ces flancs de l'OTAN qui est un petit peu en ventre mou. Il faut rassurer les Roumains, et il faut envoyer un message que on est garant, parce que qu'est-ce que c'est qu'une victoire ? Si un minima, une victoire, c'est l'Ukraine indépendante, souverain, peu importe dans quel territoire, avec Odessa, qui est un port ouvert et fonctionne. Et la Roumanie, ça fait partie de garantie que le port d'Odessa puisse rester opérationnel.